Bonjour à tous, bienvenue dans What the Foot, c'est la 18e édition ici dans les studios de Charles King Radio à Charleroi. What the Foot, c'est l'émission qui débriefe l'actualité du football européen. Et quelle actualité cette semaine avec la qualification notamment des 4 clubs anglais pour les finales de la Ligue des Champions et d'Europa League. On aura l'occasion de parler longuement lors de notre prochaine émission quand on fera le bilan des clubs anglais cette saison, puisqu'on connaîtra aussi d'ici là le champion de Première Ligue. Mais aujourd'hui, nos chroniqueurs reviendront sur l'événement marquant de cette semaine européenne. C'est bien sûr la remontada de Liverpool face à Barcelone. Ils sont là pour répondre à toutes les questions qui entourent cet événement majeur du football européen. Donc voici maintenant le sommaire un peu plus précis de cette émission. En première partie, on fera le bilan d'Ernesto Valverde sur ses 2 saisons au Barça, bilan qu'on va comparer avec son prédécesseur Luis Enrique. Ensuite, la deuxième partie, on revient en long et en large sur cette remontada, sur les raisons de la déroute du Barça à Barcelone. Est-ce que Liverpool était trop fort pour ce Barça? On parlera évidemment aussi de l'identité de jeu de l'équipe de Ernesto Valverde. Est-ce que sa compo aussi était appropriée pour le match retour? Et aussi, on parlera de Messi qui a été pointé du doigt par les différentes presses européennes cette semaine. Est-ce que nos chroniqueurs sont d'accord avec toutes les remarques faites envers Messi? Ils sont là pour en débattre. Et enfin, troisième et dernière partie, le futur du Barça après la remontada. Valverde stop ou encore? Et s'il faut une révolution de l'effectif? Et quels sont les postes à améliorer dans l'équipe catalane? Alors je répète que vous pouvez retrouver toutes ces questions précises dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à activer la petite cloche pour suivre avec nous l'actualité du football européen. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre la page Facebook, d'ailleurs on vient de la créer, le lien est en description sous la vidéo et en commentaire principal. Alors aujourd'hui, 3 chroniqueurs pour m'accompagner. Tout d'abord Manu, bonsoir Manu. Bonjour Manu. Bonjour David, bonjour à tous. Antonio, bonjour Antonio qui fait son retour. Bonjour, heureux d'être de retour parmi vous. Et Marco, bonjour Marco. Bonjour à tous, bon dimanche. Alors très bien messieurs, on passe sans plus tarder à la première partie et la première question du jour. Alors messieurs, on va commencer par le bilan d'Ernesto Valverde au Barça sur ces 2 saisons. Si on regarde son bilan, déjà en termes de victoires, c'est 116 matchs, 80 victoires, 25 nuls, 11 défaites, donc ça fait un quotient de 76,15% de victoires. Au niveau des trophées majeurs nationaux, il a 2 Ligas, une Coupe du Roi, il y a une finale qui se joue aussi le 25 mai 2019 face à Valence, et son bilan en Ligue des Champions, c'est une élimination en demi cette année et l'an passé en quart contre l'AS Rome. Manu, toi, qu'est-ce que tu penses de ce bilan? Est-ce que c'est satisfaisant? Je dirais que le bilan chiffré, il est plus que satisfaisant, il est même excellent. En Liga, c'est 3 défaites en 2 ans. En Ligue des Champions, c'est 2 défaites sur 22 matchs. Ce qui pose problème, c'est que l'objectif majeur cette année-ci, c'était la Ligue des Champions, et l'objectif n'a pas été atteint. Et surtout, c'est la manière, comment se sont produites ces 2 éliminations. Alors que Valverde était censé apporter plus de rigueur et plus de solidité défensive. On constate que l'année passée, à Rome et à Liverpool, en deuxième mi-temps, la défense se liquéfie. Et on constate aussi qu'il y a une fragilité mentale, car après avoir été remonté, il n'y a absolument aucune réaction, il n'y a aucune révolte. Donc c'est une équipe qui a démontré une certaine fragilité défensive, mais surtout une fragilité mentale. À ce niveau-là, effectivement, le bilan ne peut pas être considéré comme satisfaisant. En fait, si je peux me permettre de rebondir, évidemment, le plus grave pour Valverde, c'est de ne pas avoir trouvé une solution au problème qui existait déjà avec Luis Enrique, au niveau donc des remontadas. Et c'est ça le plus gros problème, parce que finalement, on peut, et surtout que ça arrive 2 fois, quoi. Donc on peut l'excuser une fois, et encore, c'est assez inexcusable à la Rome, mais pas une deuxième fois. On pensait que les remontadas étaient au passif uniquement de Luis Enrique, mais finalement, Valverde, malheureusement, malgré un bilan comptable, effectivement, qui est très bon, hein, mais voilà, donc on ne peut pas dire que finalement, il ait apporté sa patte parce que les maux du passé sont revenus, quoi. Quand on regarde, comme a dit Manu, le bilan chiffré est plus que positif. Cependant, la Ligue des Champions, ça reste quand même le gros point noir de Ernesto Valverde. On peut vraiment lui reprocher, en fait, le plus gros reproche qu'on peut lui faire, c'est de ne pas avoir tiré des leçons de son passé. Il a eu donc la débâcle à Rome. Et là encore, c'est à Liverpool. Mais ici, c'était un contexte un peu plus particulier parce que je pense que Liverpool était quand même au-dessus du Barça en tout point de vue.
Pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, mais pour moi... Marco, il y a quand même pas mal de similitudes entre les confrontations avec Rome et avec Liverpool. L'année passée, contre Rome, rappelons-nous, au match aller, le score était forcé. Mais le score était forcé. Rome a fait un très bon match. Il avait gêné Barcelone dans la sortie du ballon. Et n'oublions pas que les 2 premiers buts du Barça ont été marqués par des joueurs de Rome. C'était un petit peu la constatation qu'on avait fait après le match aller. Au match retour, le Barça n'avait pratiquement pas existé, pratiquement aucune occasion, aucune révolte, sauf à 3-0 dans les 10 dernières minutes. Donc, cette année-ci, contre Liverpool, c'est un peu pareil. Le match aller, le 3-0, est plutôt forcé en faveur du Barça. Et Liverpool, c'est plutôt Liverpool qui avait pris le jeu à son compte. Et le match retour est presque similaire. C'est également en deuxième mi-temps que le Barça s'effondre complètement. Donc il y a quand même des similitudes entre les deux éliminations. Tu avais parlé lors du PSG Manu de fight mental chronique. Ça, je m'en souviens très bien. Et je pense que c'est vraiment un mal qui caractérise ce Barcelone, en fait. Et on n'arrive vraiment pas à se sortir cette idée de remontada dans la tête. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment des joueurs si expérimentés, qui ont l'expérience, ils ont disputé des centaines de matchs de Champions League pour la majorité d'entre eux. Et non, quoi. On bégaye encore. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, moi, j'ai du mal à un petit peu à voir ce qui est plus grave, si c'est cette année-ci ou l'année passée. L'année passée, pour moi, parce que Rome était vraiment quand même 2 crans en dessous de ce Liverpool. Certes, évidemment, mais la différence, c'est que cette année-ci, surtout donc au match retour, par rapport au match de l'année passée, c'est qu'ici, au match retour, ils ont quand même fait une bonne demi-heure en première mi-temps, quoi, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Donc ici, c'est plus encore, je dirais, donc la faillite. En fait, la défaite de cette année-ci, forcément, elle est imputable à Valverde, mais je dirais que celle de l'année passée a plus de poids que celle de cette année-ci. Parce que cette année-ci, c'est quand même aussi quelques joueurs qui ont failli, je dirais surtout même au niveau des occasions qui se sont créées. Tandis que l'année passée, c'est vraiment un problème de mental. Et là, la préparation de Valverde a fait nettement défaut. Donc, il y a eu une certaine suffisance. Non, mais c'est aussi, Antonio, je dirais. Mais cette année-ci, c'est clair que l'objectif numéro 1, c'était la Ligue des Champions. L'année passée aussi, quand même. Oui, mais plus que l'année passée. L'année passée, je me souviens, avant le match contre Rome, Suarez n'avait pas été reposé, tandis que cette année-ci, les temps de jeu ont été calculés pour que les joueurs arrivent en bonne forme. Parce qu'il a retenu la leçon de l'année passée, ça. Oui, justement, c'est pour ça que je dis que cette défaite n'est pas plus grave, mais elle est encore plus étonnante parce qu'on avait tout préparé pour que les joueurs arrivent en forme au bon moment. Oui, certainement. Mais voilà, mais c'est bien que je dise, ce que je disais, c'est que, évidemment, ici, cette année-ci, forcément, sans la faillite, donc, dans ce cas-ci, de tout le monde, mais sans les occasions ratées, on ne parlerait même pas de ça, quoi. Je veux dire, tandis que l'année passée, à la Rome, c'était, je pense, même 0 occasion sur le match retour. Qu'on se le dise, on incombe Ernesto Valverde de la débâcle du Barça, mais les joueurs ont une grosse part de responsabilité sur le terrain. Je pense notamment... je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a parlé lors du le premier débrief du match aller, donc Barça-Liverpool, où on disait Liverpool pouvait avoir des remords de ne pas avoir marqué leur occasion, et puis à la fin, finalement, c'est le Barça qui devait avoir des remords de ne pas avoir mis 4-5-0 alors qu'ils en avaient eu l'occasion. Et moi, sincèrement, ils ont eu les occasions de tuer la qualification et ils ne l'ont pas fait. Notamment, on peut penser à Dembélé qui a raté ces 2 grosses occasions. On peut penser aussi à Messi, Jordi Alba qui se sont fait des politesses aussi au match retour. Enfin voilà, Ernesto Valverde est un problème. Les joueurs sont aussi un gros problème majeur de cette équipe. Très bien, on va maintenant comparer son bilan avec son prédécesseur, Luis Enrique. Luis Enrique, donc c'est une saison en plus, puisqu'il a fait 3 ans, lui, donc 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Lui, il a 180 matchs, 137 victoires, 22 nuls, 21 défaites pour un pourcentage de victoire de 76,11, donc c'est quasiment la même chose à 400e près. La grosse différence, c'est que il a aussi gagné 2 Ligas et 3 Coupes du Roi, mais lui, il a gagné une Ligue des Champions en 2015 et 2 éliminations en quart de finale. Donc, Antonio, est-ce que, selon toi, son bilan est meilleur Non, je ne pense pas qu'il soit meilleur que Valverde. D'abord, il a une saison en plus. Donc, si Valverde fait une 3e saison, là, on pourra faire une comparaison tout à fait juste et équitable. Pourquoi n'est-il pas meilleur ? Parce que, n'oublions pas qu'il a quand même bénéficié en 2015 d'un noyau qui était, on peut le dire, plus supérieur à celui de cette année-ci.
notamment avec l'apport de Neymar et encore Iniesta qui était encore, certes peut-être sur le déclin, mais encore en très très bonne forme, quoi. Ce dont Valverde ne peut pas bénéficier, et ça change quand même pas mal. Rappelons-nous de ce match à Munich en demi-finale, un peu dans le contexte comme cette année-ci, 3-0 après le match aller. Le Bayern fait 1-0 aussi au retour. Et il a fallu que Neymar sorte de sa boîte pour, je dirais, calmer toutes les ardeurs bavaroises. Donc, on ne peut pas dire que Luis Enrique soit supérieur à Valverde au niveau des stats et du bilan. Je ne peux pas. Et encore, il manque une saison à Valverde également pour vraiment le comparer de manière équitable. Et encore, je pense qu'au niveau comparaison, il n'y a pas de quoi comparer. Ce n'est pas le même Barcelone. Le Barcelone de Luis Enrique est une chose, le Barça d'Ernesto Valverde en est totalement une autre. Donc je pense qu'au niveau comparaison, purement au niveau des équipes, Luis Enrique a l'avantage parce qu'il avait non seulement un meilleur effectif et des joueurs en forme. Ce qui montre aussi que la comparaison des puristes avec le Barça de Guardiola est vraiment hors sujet totalement. Non, c'est hors sujet. Ce sont deux équipes différentes. C'est un entraîneur avec une philosophie tiki-taka possession du côté de Luis Enrique et une philosophie plutôt on essaie d'aller plus vers le but du côté d'Ernesto Valverde et avec un peu plus de pragmatisme, c'est-à-dire qu'on reconnaît la férocité de l'adversaire, donc on va peut-être se replier un petit peu plus. Et au niveau bilan, on est quand même sur la même lignée. On critique Ernesto Valverde, on l'incombe, quand on regarde la presse à poubelle, on l'incombe de tous les noms. Et au final, quand on regarde au bilan chiffré, Ernesto Valverde est quand même dans les pas de Luis Enrique. Parce que, voilà, il est pour le moment à 4 trophées sur 7, je crois, possible de gagner. Donc, on enlève les Champions League, bien sûr, qui font défaut. Et du côté de Luis Enrique, c'était 9 sur 13, je pense. Donc, bref, ici, il y a aussi la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, etc., etc. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas incomber Ernesto Valverde de la sorte. Il fait un très bon bilan pour le moment. Laissons-lui encore une chance. Oui, je pense qu'un entraîneur est jugé sur les résultats. Et lorsque l'objectif numéro 1, c'est de gagner la Ligue des Champions et qu'on est éliminé 2 fois de suite de la même manière, je pense que ça, c'est apporté vraiment, c'est très négatif. Mais ça doit peser dans la balance, pour l'entraîneur. Ça c'est clair. Maintenant, pour revenir avec Luis Enrique, dire que Luis Enrique, c'était le tiki-taka, c'est pas vrai. En fait, déjà, avec Luis Enrique, avec Martino en 2014, il y avait déjà un changement qui s'était produit. On était resté au 4-3-3, ce qui est normal avec Neymar, Suarez et Messi, on est obligé de rester au 4-3-3. Mais on sentait déjà que c'était une équipe qui basait plus sur la contre-attaque. Donc, elle se repliait beaucoup plus souvent déjà qu'à l'époque de Guardiola. On n'est pas du tout dans la même configuration. Ce que Valverde a changé en plus par rapport à Luis Enrique, c'est que Valverde alterne des dispositifs en 4-3-3 avec des dispositifs en 4-4-2, chose que Luis Enrique faisait très peu. Oui, maintenant, parce que aussi en fonction de l'effectif qu'il avait. C'est vrai que l'effectif joue aussi. Pour le 4-4-2, ça jouait aussi. Maintenant, ce qui joue aussi, et on en parle peu aussi, c'est qu'à l'époque de Luis Enrique n'avait pas tout le vestiaire avec lui. Beaucoup de joueurs, parmi les poids lourds du vestiaire, critiquaient Luis Enrique en disant que son système n'était pas adapté aux joueurs. Notamment, on a vu une déclaration publique de Piqué après la défaite 3-0 à la Juve en disant que peut-être que le plan de jeu n'était pas celui qui était adapté. Et on sait que ces poids lourds du vestiaire qui ont un certain âge, eh bien, c'est eux qui sont favorables à un jeu plus hybride, un jeu qui est basé parfois sur la possession et le contrôle du jeu, mais également un jeu plus attentiste en bloc bas parce qu'ils n'ont plus les capacités physiques pour récupérer. Raison pour laquelle Luis Enrique était critiqué, ses exigences physiques étaient trop grandes pour ces joueurs-là. Raison pour laquelle Valverde, à l'aval de ses joueurs, c'est que Valverde est beaucoup plus flexible. Oui, non, je pense là, à ce niveau-là, tu as raison, Manu. Mais, comment dirais-je, moi, pour un petit peu revenir à Luis Enrique et Valverde au niveau des comparaisons, il y a quand même ces 2 grosses claques, je dirais, donc, que Luis Enrique a reçues également. 4-0 PSG, 3-0 à la Juve. Exactement. Donc, c'est pour ça que... En fait, les remontadas avaient commencé... Non, les mais débats... parce que la différence, c'est que c'était au match aller. C'était au match aller, les différences. Mais ça ne change pas grand-chose, parce qu'au niveau de l'état d'esprit, c'était pareil, quoi. Donc, maintenant, il faut encore nuancer ça. Les débats commencent en 2013.
avec Tito Villanova, même s'il était malade. Tito Villanova qui poursuit un peu le projet de Guardiola. Contre le Bayern 4-0 et 3-0 et 0-3 en demi-finale, c'est d'une fameuse claque. Et c'est là que les équipes adverses, c'est important. Le Bayern était un précurseur. Les équipes adverses se rendent compte que ce Barça-là est très vulnérable lorsqu'on l'empêche de s'installer dans sa zone de confort, qui est le camp adverse, et lorsqu'on va le chercher dans son camp. Et le Bayern a compris ça, et d'autres équipes ont emboîté le pas. Très bien, on va passer maintenant, comme on est sur le sujet des déroutes, à la deuxième question et la deuxième partie du jour. Alors on va revenir maintenant sur cette fameuse déroute à Liverpool, donc 4-0 à Anfield Road. Une des questions que j'ai envie de vous poser, donc on va essayer de parcourir plusieurs raisons de cette déroute. Antonio, est-ce que Liverpool n'était pas peut-être trop fort pour ce Barça quand on regarde l'aller-retour? Je pense que forcément la qualification est méritée sur l'ensemble des deux matchs. De là à dire que Liverpool était trop fort pour Barcelone, non, je ne pense pas. Plus fort sur les deux matchs, certainement. Trop fort, pas du tout. Pas du tout, c'est quand même deux équipes de niveau très très similaires. L'impact évidemment donc dans cette qualification de Liverpool, c'est qu'elle se fait en plus sans Salah et sans Firmino. Et donc ça relève encore un peu plus l'exploit de Liverpool, quoi. Maintenant, de là à dire que si avec eux ça aurait été la même chose, ça nul ne le sait, et c'est même pas sûr d'ailleurs. Hein, donc ça on ne sait pas le dire. Voilà. Maintenant, encore une fois, je pense qu'au match aller, d'ailleurs vous l'avez très bien débriefé, le score était très forcé. À mon avis également, au retour, le score est très forcé également. En tout cas, c'est mon point de vue, quoi. Le 4-0 ne reflète pas, à mon avis, la différence qu'il y avait dans ce match retour, si ce n'est qu'il y avait une différence au niveau de l'intensité, peut-être, mais au niveau des occasions, je pense que si même à la mi-temps, le Barça rentre avec un match nul, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, de là à dire que Liverpool était trop fort, je ne le pense absolument pas, et finalement, ça s'est joué sur des détails, comme d'ailleurs souvent dans les demi-finales. Ouais, c'est ça. Donc on a eu vraiment, comme Antonio l'a dit, deux scores forcés, donc un 3-0 qui n'était pas du tout l'image d'un 3-0 et un 4-0 qui n'était pas du tout l'image d'un 4-0. Au final, c'est Liverpool qui s'en sort très justement. Comme tu l'as dit, ils ont été un poil plus forts que le Barça sur l'ensemble des deux rencontres. Ça, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. Pas aussi fort que Lionel Messi, parce que faut le dire, c'est quand même, quand tu as Lionel Messi dans ton équipe, ça change quand même la donne. Et en fait, on a l'impression que, surtout au match retour, tu avais 11 joueurs de Liverpool qui voulaient jouer. Même les remplaçants, ils étaient chauds pour jouer. Et tandis que du côté catalan, tu n'avais qu'une petite poignée qui avait envie de jouer, qui avait le mental nécessaire pour justement assurer ça. Et au final, on se rend compte que la majorité de l'équipe catalane a fait défaut, plus au niveau mental, en fait, je pense. Ce qui se passe aussi dans ces jugements, tout ça, on a toujours tendance à se rappeler que du match retour et moins du match aller. Ah oui. Donc on se base sur le 4-0 pour dire qu'ils étaient trop forts. Non, ce n'est pas le cas, forcément. Un match se joue sur lorsqu'on analyse chacune des mi-temps. La première mi-temps, on nous cambe, c'est une première mi-temps équilibrée, avec des occasions de part et d'autre. La deuxième mi-temps, même si elle commence par un temps fort de Liverpool, finalement, au nombre d'occasions, elle s'équilibre aussi. Effectivement, Liverpool aurait pu marquer un but et le score de 3-0 est flatteur. La première mi-temps à Anfield Road est une mi-temps plus ou moins équilibrée, je dirais même plutôt à l'avantage de Barcelone au niveau du contrôle du jeu. C'est qu'en deuxième mi-temps, à Liverpool, que le Barça s'effondre et que Liverpool est nettement supérieur. Mais le problème, c'est que dans ce genre de confrontation, rater une mi-temps, ça se paye cash. L'année passée, City avait raté sa première mi-temps dans sa confrontation contre Liverpool à Anfield Road. Il l'a payé cash, il est éliminé. Ça, ici, pareil. Oui, effectivement. Et donc, il faut être à 100%. Mais là, on revient au problème là, de l'entraîneur. Ce n'est pas le seul, évidemment, mais comme vous dites, on doit être à 100%. Mais justement, si jamais, et ce n'est pas le cas, quand on voit un petit peu le début de match à la Roma et ici, après 10 minutes, ils sont déjà menés 1-0. Là, je pense que le rôle de l'entraîneur est primordial. Comment ne pas, je dirais, enfin, nous on n'est pas dans les vestiaires, hein, maintenant peut-être que l'entraîneur a dit ce qu'il fallait au niveau des mots, hein, mais manifestement sur le terrain, on sent un manque total, un manque de concentration. Jordi Alba, on n'est pas, je veux dire, donc là c'est pas le seul fautif, mais déjà à la Roma, sur le premier but, après 6 minutes, il est impliqué avec Umtiti. On a fait la comparaison. Hein. Ici, il est également impliqué sur le premier but. Donc là, il y a un problème du joueur, mais certainement également de l'entraîneur, parce que pourquoi n'arrive-t-il pas? On sait très bien que le plus dur aussi là-dedans, c'est de ne pas encaisser après le premier quart d'heure. Et ils font la même chose. Donc là, le rôle de l'entraîneur est primordial à ce niveau-là, je pense. C'est fou quand même comme un joueur. On a encensé Jordi Alba en disant que c'était le meilleur back gauche du monde.
Et là, il nous décrédibilise en nous montrant une telle image. Et pareil sur le corner, mais la défense, ils sont à l'ouest, ma parole. Enfin, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et ils peuvent que s'en vouloir. Hein. Alors, parce que si c'est 3-0 qu'on va en prolongation, c'est encore une autre histoire. D'autant hein, plus qu'à 3-0, le rythme avait baissé. Ce qui est logique, évidemment. Liverpool tu vas jouer les prolos. Donc, je pense même que Liverpool, avec la prolongation, ils étaient déjà très, très contents. Quoi. Ce qui est un peu logique. Le rythme avait baissé, il n'y avait même plus d'occasion ni rien. Et forcément, il a fallu ce but un peu ridicule pour... Mais c'est justement à ce moment-là que le Barça aurait dû réagir et qu'il ne l'a pas fait. On s'attendait à un Barça qui se révolterait. Il ne l'a pas fait à Rome après le 2-0 l'année passée et il ne l'a pas fait ici aussi. C'est normal que Liverpool lève un peu le pied. Le plus dur était fait. Il suffisait d'attendre l'opportunité, ils l'ont eu, mais le Barça à 3-0 n'a rien fait. Je trouve que le Barça a bien réagi après le 1-0, ils n'ont pas du tout paniqué, ils ont pris le jeu à leur compte, ils ont mis le pied sur le ballon et ils se sont créés des opportunités. Par contre, à 3-0, je n'ai pas vu de révolte et c'est là qu'on a vu toute la faiblesse du Barça. Maintenant, ce que j'aimerais aussi, je pense qu'il faut quand même remarquer la puissance de Liverpool. C'est facile de dire que c'est le Barça qui a été faible, mais on a affaire à une équipe qui a fait un championnat absolument exceptionnel, qui ont été champions à tous les coups depuis la naissance de la Première Ligue, sauf cette année-ci et l'année passée. Bon, cette année-ci, City gagne le dernier match. On a affaire à un entraîneur qui n'a perdu aucune confrontation à élimination directe depuis qu'il entraîne Liverpool, depuis 2016. En 2016, ils atteignent la finale de l'Europa League, sans avoir perdu évidemment en tour éliminatoire. L'année passée, ils atteignent également la finale, et cette année-ci, de nouveau, ils atteignent la finale. Donc c'est une équipe qui est vraiment taillée pour les confrontations directes et qui brille dans les confrontations directes. Ça, c'est quand même assez rare. Et puis surtout, ce qui fait la force de Liverpool, cette osmose entre la personnalité de l'entraîneur, entre le style de jeu qu'il imprime et les joueurs qui relayent ce style de jeu. C'est une personnalité optimiste, positive, dynamique, qui veut un style de jeu conquérant, dynamique, rythmé, intense, et il a les joueurs pour imprimer ça avec des joueurs comme Mané, comme Salah, comme Keita, comme Henderson, comme Robertson. Il y a vraiment, on sent vraiment une belle association entre la personnalité de l'entraîneur, entre le plan de jeu et les joueurs qu'il imprime. Au contraire du Barça, le Barça a plutôt des joueurs très techniques. Par contre, on opte pour un système plutôt hybride. On s'adapte à l'adversaire, alors que peut-être ils n'ont pas les joueurs pour défendre très bien ou pour jouer des matchs où le rythme est très élevé. Et également, je te rejoins avec toute cette osmose avec les supporters aussi, qui dès le début ont mis une ambiance de feu, une ambiance de demi-finale conquérante. C'est assez caractéristique des clubs anglais, ça, et ça, on peut le regretter un peu. Et Arsène Wenger l'avait dit avant le match, hein, Anfield Road, en match retour, c'est peut-être le contexte le plus difficile pour une équipe. Comme au match aller, le contexte au Camp Nou avec Messi était très difficile pour la défense. Et on l'avait fait remarquer à What de Foot. Oui. Et par contre, là où qui vient contredire un peu les performances incroyables de Klopp, c'est que c'est quand même cette année un des finalistes qui a cumulé le plus de défaites lors d'un tournoi de Ligue des Champions, puisque c'est quand même 4 défaites avant d'arriver dans cette finale. 3 défaites à l'extérieur en match de groupe et une défaite à l'extérieur en demi-finale. Donc Barcelone, là, ils doivent se rendre compte. Barcelone est invaincu, il faut le dire. Il faut le dire qu'ils sont passé et ils ont perdu qu'à la Rome. Ouais, c'est ça. Donc ils sont invaincus avant cette élimination. Donc ça prouve que Liverpool n'était peut-être pas trop fort pour ce Barça, qui a encore des regrets. Oui, mais est-ce que ça ne fait pas partie de la gestion de la saison ? On met moins l'accent sur la phase de groupe. Même je sais qu'ils sont partis de justesse. T'as vu le groupe qu'ils avaient Mais je pense que Liverpool... Ils ont eu chaud pour passer. Donc, non, mais je pense que ça fait partie quand même. Ça joue un rôle. Je pense que l'objectif majeur de Liverpool cette année-ci, c'était le championnat. C'est vrai qu'ils se retrouvent un peu pas par hasard. Et donc, ils ont commencé très fort le championnat pour prendre une certaine avance, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, je pense qu'ils ont laissé un peu d'énergie pour les matchs de Ligue des Champions qu'il a fallu plus ou moins gérer. C'est vrai qu'ils sont passés par le chat de l'aiguille, mais ils sont passés. Et pour gagner un championnat, il faut également être très présent et performant à la fin. Et ils le sont de nouveau. Donc, on sent ils ont eu un moment de creux entre le mois de janvier et le mois de février. Un peu comme toutes les équipes, c'est impossible d'être à un très très haut niveau toute la saison. Mais dans l'ensemble, c'est un championnat qui est maîtrisé pratiquement de bout en bout. Le problème de Liverpool cette année, c'est qu'il y a une autre équipe aussi forte, même très très forte, à côté d'eux. Mais je pense qu'on assiste à la Première Ligue la plus forte depuis sa création. Ouais.
Jamais le premier et le deuxième n'avaient On y eu reviendra, autant de points. on y revient la semaine prochaine, hein. D'accord. Sans oublier un petit détail quand même, Liverpool en phase de groupe, souvenez-vous l'occasion de Milik de Naples. C'est ça que je disais, c'est vraiment... ils sont passés de pas grand-chose, Ouais. ça va très vite. Mais c'est vrai qu'ils avaient quand même fait un parcours en championnat, je dirais donc, exceptionnel le premier exceptionnel, tour. et en gagnant les matchs relativement facilement, même Ouais. souvent. Effectivement, au deuxième tour, là, ils ont un peu plus difficile. Maintenant, voilà, ils sont tombés aussi dans un groupe extrêmement difficile avec PSG et Naples en grande forme à ce moment-là, beaucoup plus que maintenant. Et voilà. Donc, mais bon, souvent, ça arrive souvent que des équipes comme ça. Mais l'année passée, déjà passe, en phase de groupe contre Séville, ils n'ont pas vraiment brillé. C'est 3 Non, victoires non. et 3 nuls. Ils ont Tout à fait le fait. match contre Séville. Donc c'est vrai qu'ils avaient des adversaires un peu plus faibles, comme le Spartak de Moscou et une équipe, je crois que c'est Zagreb, je pense. Facile pour eux. Mais Ouais. on sent que Liverpool est une équipe qui est taillée, qui a l'état d'esprit pour briller lors des confrontations directes. Ils ont le jeu et la mentalité pour être performants C'est dans une ces équipe matchs. taillée sur le format Ligue des Champions. Et aussi championnat cette année, il le En prouve. tout cas, sur le tableau final, donc sans la phase de groupe, ils sont taillés pour ce format-là. Ça, c'est Donc, clair. il faut reconnaître que Barcelone n'a pas été très bon, mais le Barça avait face à lui une équipe Très bien. très forte en Ligue des Champions. Surtout, et pour terminer, dans la phase, donc, après le 3-0, pour revenir un petit peu, quand Barcelone a essayé de prendre un peu la possession, il ne s'est créé aucune occasion parce que, et on regardait bien, la défense de Liverpool, c'est qu'ils savent très bien le faire également. Ils étaient à 7 ou 8, souvent au niveau du rectangle ou ça, mais ils ne laissaient absolument aucun espace. Donc ils savent également défendre quand il le faut. Ça, il ne faut pas oublier Liverpool. Très C'est bien. vrai qu'on soulignait leur qualité défensive, plutôt à défendre bas, c'était pas trop leur point fort. Et là, au Mais contraire, ils l'ont très bien fait. ils l'ont très bien fait. Donc c'est à souligner aussi. Mais c'est pas la même chose de défendre 10 minutes que défendre pendant 45 minutes. Oui, c'est vrai. C'est comme assez Et différent. aussi avec l'enthousiasme. Avec l'enthousiasme, avec le public, avec tout ce qu'il y a avec. Donc, Tout à tu fait, as tu es transcendé, ouais, c'est vrai. Très bien, maintenant on va parler, comme Manu l'avait déjà fait, de l'identité de jeu du Barça. Donc on a vu un Barça cette dernière décennie évoluer, en passant par le Barça de Guardiola avec un football axé sur l'offensif, sur le beau jeu, pour arriver finalement en 2019 à un Barça de Valverde dont on dit qu'il est pragmatique, axé d'abord sur une défense solide et qui privilégie le résultat par rapport au beau jeu. Manu, est-ce que pour toi, donc, cette paire de philosophie, en passant de Guardiola à Valverde tout au long de la décennie, peut expliquer les déroutes européennes, puisque les déroutes ont déjà commencé sous Villanova en 2013, hein, faut pas oublier. ça peut l'expliquer en partie, mais ça n'explique pas tout. D'abord, je voudrais nuancer l'idée que le Barça a perdu complètement son identité. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on retrouve quand même le jeu à partir de l'arrière, notamment Der Stegen excelle à ce niveau-là. On trouve ce jeu en technique. On retrouve surtout, dans la majorité des matchs, un jeu de possession et de contrôle du jeu. Dans la plupart des cas, le Barça s'installe dans le camp de l'adversaire et empêche l'adversaire de sortir. D'ailleurs, c'est ce que Messi a dit après le match aller, au micro d'un journaliste. Il disait que nous aimons avoir la possession, mais aujourd'hui, on n'a pas su l'avoir parce que l'adversaire nous a étouffés. Donc, quelque part, l'identité du jeu du Barça, basée sur le contrôle du jeu, elle existe encore maintenant. La différence, c'est qu'elle s'adapte beaucoup plus à l'adversaire. Lorsque on compare le taux de possession du Barça cette année-ci en Ligue des Champions, je n'ai pris que 5 matchs. J'ai enlevé le 6e match contre Tottenham parce que le Barça va aligner une équipe B. Et lorsqu'on prend les 4 matchs de 8e et de quart de finale, on a un taux de possession de 65,5%. Donc on est plus ou moins à un taux de possession de l'époque de Guardiola. Par contre, lorsqu'on compare ce taux de possession à celui des matchs contre le Real, qui est toujours une référence, les 4 matchs contre le Real, 2 matchs en Liga et 2 matchs en Coupe, on constate qu'on descend à 54% de possession. Et si on compare avec les matchs de Liverpool, contre Liverpool, en moyenne, sur les 2 matchs, c'est 52,5% de possession. Donc, on a des taux plus ou moins similaires. Donc, on constate que le Barça continue à privilégier la possession contre des adversaires plus à leur portée, mais lorsqu'il s'agit d'adversaires un peu plus forts, on sent qu'on s'adapte et on opte pour un jeu plus attentiste. Ou non, pas le choix. Oui, soit on s'adapte, soit parfois c'est forcé. Effectivement, Ouais, je pense qu'ici contre Liverpool, Voilà, c'était surtout, contraint, mais contre le Real, tu viens de le dire au match aller, donc au Nou Camp, là,
Barcelone il s'adapte parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est vraiment Liverpool qui prend le jeu à son compte, surtout en deuxième mi-temps. Effectivement. Mais moi, je dis contre le Real, les deux classicos Oui. à la suite au Real, on a bien senti Oui, que là, peut-être. le Barça s'est adapté et se dit on va faire un petit peu comme le Real faisait. Ouais. Eh bien, on recule un petit peu, on attend la faille et on a les joueurs en contre-attaque pour faire la différence. Je pense aussi que le football est aussi un peu comme la mode, un éternel cycle de recommencement. Ça fait donc depuis l'ère Guardiola que l'on voit ce système de jeu possession, possession, possession. Et donc le but du jeu, c'est quoi? C'est de contrer ce système. Eh ben, les équipes, au fur et à mesure, elles se sont additionnées les unes les autres pour justement contrer ce Barça qui était imbattable à l'époque, quoi. Enfin qui était vraiment plus que difficilement battable. Et donc je pense qu'il y a maintenant une certaine habitude dans le chef des entraîneurs de jouer contre un Barça qui a la possession. Et donc du coup, on sait très bien maintenant qu'il faut être beaucoup plus intensif. Les joueurs seront préparés physiquement. Et je pense que maintenant, ça va être ça la nouvelle norme. On a l'intensité, ça a commencé avec l'Atlético en 2014, maintenant ça s'est propagé justement à Liverpool et toutes les équipes qui jouent physique. Et ça va être le système de référence pendant une ère. Et ainsi de suite. Et donc dans la prochaine ère, on va essayer de contrer justement ce système d'intensité, peut-être certainement en balançant des sons devant, je vois que ça va être, on va voir, et c'est ainsi, c'est un éternel cycle. Oui, c'est vrai, mais je crois que c'est important un petit peu de revenir à l'identité du jeu, parce que j'ai entendu des discours qui disaient que on a perdu l'identité avec Valverde, qu'on avait avec Luis Enrique. On s'est adapté avec les joueurs qu'on a. J'ai fait une comparaison également par rapport à des matchs importants que Luis Enrique a joué, 2015, l'année où il gagne la Ligue des Champions, en quart et en demi-finale, contre le PSG et contre le Bayern, donc le Bayern de Guardiola, deux équipes qui aiment également avoir la possession, et bien là, on a un pourcentage de possession de 53,5%. Donc similaire au taux de possession contre Liverpool et au taux de possession contre le Real. Donc ça veut dire que Luis Enrique s'adaptait déjà à l'adversaire, ou notamment contre le Bayern en 2015, il a été forcé de s'adapter parce que le Bayern de Guardiola applique la possession de manière dogmatique. On ne peut pas changer ça, on ne s'adapte pas. C'est ça la différence entre Guardiola et Luis Enrique et Valverde, c'est que sous Guardiola, c'était la possession de manière dogmatique, tandis que sous Luis Enrique et Valverde, eh bien, on essaie plus ou moins d'alterner et de s'adapter. Par contre, en 2015 en finale, contre la Juve, une équipe italienne, plus défensive, on retrouve un taux de possession de 70% en faveur du Barça. Donc déjà, sous Luis Enrique, il y avait une sorte d'adaptation qui se fait par rapport à l'adversaire. Je voudrais juste revenir aussi, donc on parle de perte d'identité de jeu, mais il faut dire que Ernesto Valverde n'a plus les joueurs de l'époque. Il a des joueurs qui ont un profil... Enfin, en tout cas, l'identité est proche aussi de l'effectif et des joueurs dont tu as ta disposition. La première année de Valverde, il recrute hyper Neymar, gros point offensif. Mais bon, pour essayer de compenser ça, il recrute en été Dembélé, je pense, et en hiver Coutinho. Malheureusement, la sauce, elle prend pas trop avec ces deux joueurs-là. On voit très bien qu'ils ne sont pas à la hauteur pour remplacer un Neymar. L'un par rapport à ses blessures et l'autre par rapport à son niveau de jeu, son mentalité, sa forme sur le terrain. Deuxième année, écoutez, on a dépensé des millions sur l'offensif. Normalement, on espère, ça va prendre. On fait confiance. Malheureusement, ça ne prend pas encore cette année. Du coup, on va se renforcer niveau défensivement. On prend Vidal, qui d'autre on prend Arthur, qui ressemble un peu plus à Xavi, pour essayer de retrouver un peu cette identité de jeu. On prend aussi l'anglais, qui marche très bien. Et ce sont des très bonnes recrues, en fait. On voit très bien qu'ils s'adaptent. Enfin, sur le terrain, ils ne déçoivent que très rarement. Et donc, je pense que Valverde... dans ce schéma-là, il est obligé de s'adapter avec ses meilleurs éléments. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve moins cette identité de jeu que le Barça a connue avant. Donc, on ne retrouve pas cette identité, en tout cas beaucoup moins, cette identité cruyffienne, si je peux dire ça. C'est vrai qu'il y a une perte d'identité progressive, c'est évident, mais comme tu dis, il y a surtout une perte de qualité au niveau individuel. Bien sûr. Parce que lorsqu'on compare l'effectif du Barça de cette année, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des joueurs comme Aleñá, Sergi Roberto, Arthur, des joueurs qui pourraient permettre d'avoir une certaine identité et donc de garantir la possession. Mais le problème, il est où? Que ces joueurs-là ne sont pas assez bons face à une adversité comme celle de Liverpool pour garantir cette possession. Donc, je pense que le gros problème du Barça actuel, c'est qu'il n'a pas des joueurs aussi talentueux que Guardiola et que Luis Enrique
avait à sa disposition. Oui, et justement, pour rajouter ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle donc de l'identité et on pense toujours, à l'époque Guardiola évidemment, c'est la référence. Mais Guardiola, avec l'effectif qu'il avait, il ne faut pas oublier qu'il a gagné 2 Ligues des Champions sur 4. Il en a perdu 2 également. Donc même Guardiola, avec l'effectif qu'il avait, je dirais, c'était l'équipe la plus forte d'Europe à ce moment-là. Même ça, même lui n'arrive pas à faire quand même un 3 sur 4 ou un 4 sur 4. Donc imaginez-vous comme ça maintenant, quand je vais dire... Ça montre à quel point la LDC est difficile. Exactement, parce Oui, que... Sauf le Real a mais réussi. c'est bien la preuve que même maintenant, avec un effectif quand même de moins bonne qualité, c'était quand même pas non plus évident. Ça montre que c'est très difficile de gagner les champions. D'accord, mais lorsque Guardiola perd en 2012 contre Chelsea, il meurt en 2012 contre Chelsea. Il meurt avec ses idées. Il meurt avec ses idées. C'est Chelsea qui joue les 2 matchs carrément dans son camp. Oui, tout à fait. Donc tout voilà, à fait, tout à la fait. différence avec Valverde, que ici, non. Valverde perd parce qu'il subit complètement les assauts de Liverpool et il est incapable d'imposer son jeu. Il y a quand même une petite différence. Maintenant, c'est vrai. pour nuancer encore ce que tu dis, le fait que le Barça soit en difficulté devant une équipe très physique, mais on l'a déjà vu en 2009 avec Guardiola. La demi-finale contre Chelsea et ce milieu de terrain Essien, Ballack, Oui, Lampard, un milieu de terrain très physique. Eh bien, ce milieu de terrain a très nettement pris le dessus sur le milieu de terrain du Barça ce jour-là, avec Keita en plus à la place de Henry qui était suspendu. Donc, on avait senti ce jour-là une équipe du Barça en grosse difficulté devant l'impact physique apporté par Chelsea. Ouais, c'était un peu similaire à... Il a fallu Liverpool un de maintenant. miracle. Il a fallu un miracle, Ouais, on peut bien dire, sûr. un peu de la tragédie d'Iniesta pour se qualifier. Donc, Parce finalement... que ce match-là, finalement, ça peut partir en déroute européenne. Mais Si tout à fait. Ah oui, Drogba, à la 54e, rate Mais face à face. pour pas grand-chose, ça peut être 2-3-0 ce match-là. Donc, Ouais, c'est sûr. Mais donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit que sous Guardiola imposait toujours son jeu à tous les coups, le Barça avait contrôle du jeu, mais c'est pas tout à fait vrai. non. Ce match-là, Plus qu'aujourd'hui, en tout cas. oui, mais plus qu'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris deux exemples, 2 contre-exemples. L'exemple de Chelsea en 2009, où Chelsea a eu très nettement le dessus. Donc, j'ai pris un exemple qui était comparable à celui de Liverpool cette année-ci. Et un autre exemple, en 2012, où on avait un Chelsea qui était beaucoup moins fort que ce Chelsea de 2009. Oui, complètement. Et ironie de l'histoire, c'est ce Chelsea-là qui élimine le Barça. Très bien, on va passer maintenant très rapidement à la compo de départ de mercredi, Antonio. Donc une compo de départ était-elle appropriée? On la revoit à l'écran. Roberto, Piqué, l'anglais Alba. Dans l'entrejeu, Busquets, Rakitic, Vidal, Coutinho un peu plus sur les côtés et Messi, Suarez devant. Donc très rapidement, est-ce qu'il y a des regrets à avoir quand on voit? C'est la compo du match aller, donc c'est difficile évidemment de dire comme ça donc, si au départ c'était bien ou pas. Avec le recul, je dirais que vu la faiblesse apportée par Coutinho au niveau physique, peut-être que c'était lui qui devait un petit peu, qu'on devait sacrifier pour un milieu de terrain en plus. Mais surtout qu'au match aller, souvenez-vous, même pendant 60 minutes, c'est celle-là, mais c'est 1-0. Mais on voit quand même que le Barça subit. Forcément, est-ce qu'il n'aurait pas dû se dire ouais, je remets la compo d'après la 60e minute où on est... Pour moi, il devait titulariser directement Semedo, mettre Sergi Roberto à droite et à gauche Vidal. Parce que Coutinho n'est pas taillé pour ce genre de rencontre. Il nous l'a encore prouvé. J'ai de l'espoir en Coutinho, Oui, mais plus les semaines passent et plus il déçoit. A voulu envoyer un signal en titularisant Coutinho. C'est-à-dire, on n'a pas peur, on veut d'abord marquer ce but. Mais en plus, qui ils ont nous failli le faire. qualifierait. Quoi. Ils ont failli le faire. Donc, je pense que par rapport au scénario de la première mi-temps, la titularisation de Coutinho, finalement, se justifie. Maintenant, par rapport au scénario du match aller, elle se justifie moins parce que finalement, la période où Coutinho sort du terrain correspond avec la meilleure période du Barça, la période où le Barça maîtrise le plus et là où elle se crée le plus d'occasions. Donc là, il y a du pour et du contre. Mais Coutinho, en parlant de Coutinho évidemment, donc, on aurait pu le sacrifier tout ça, mais il est titulaire. Et justement, l'occasion qu'il rate, ce qui est dommage, c'est que Coutinho rate une occasion dans la mesure où c'est sa meilleure position. Il a la qualité, en plus, il nous l'a montré et il le fait pas. Et donc, voilà. Donc, malgré ça, effectivement, s'il avait marqué, encore on aurait dit, oui, très bon choix d'Ernesto Valverde. Titulariser Vidal, là, il a prouvé que c'était un très bon choix, évidemment. Ouais. Je dirais, même si, forcément, il était peut-être carbonisé à la fin, pendant 30-35 minutes, il était vraiment... Quasiment lui tout seul, il tenait le mieux de terrain. Et sincèrement, encore heureux qu'il a tenu jusque-là, parce que je pense que le score pouvait être beaucoup plus lourd que ça si jamais il n'était pas sur le terrain. Maintenant, le problème au niveau de ces 2 matchs et de la composition d'équipe, c'est le banc. Pour une équipe avec le budget du Barça, qui rentre Semedo,
Arthur, Semedo, c'est un 12e, 13e homme. Semedo, on ne va pas maintenant considérer Semedo comme un des meilleurs arrières latéraux du monde. Certainement pas. Mais c'était sur le banc. Il y avait également Arthur qui a fait une très bonne première partie de saison, qui depuis sa blessure a plus de difficultés, mais qui a encore tout à prouver au haut niveau. Et puis il y a Malcolm qui vient des Girondins. Je termine. Ça, c'est pas un joueur. D'ailleurs, j'imagine qu'il va être prêté. C'est pas un joueur pour une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, je constate qu'il y a une grande différence entre les titulaires et les joueurs sur le banc. Et qu'est-ce que Valverde pouvait faire de plus ? Moi, je dis qu'il était un petit bloqué. Et au niveau défensif, il y avait Umtiti et Vermaelen qui ont de gros problèmes physiques et donc qui, à 4-0, ne pouvaient rien apporter. Donc, moi, je trouve qu'un des problèmes du Barça, c'est au niveau du banc. Et là, évidemment, je pointe la direction sportive qui n'a pas su former un effectif taillé pour ce genre de match et surtout pour les matchs où il y avait de grosses difficultés. Ouais, Manu, mais pour te contredire un petit peu à ce niveau-là, est-ce que tu penses que Liverpool, Origi et Shaqiri sont taillés pour les demi-finales de Ligue des Champions ? Mentalement, ils l'ont prouvé que oui. Ouais, mais la force de je ne Liverpool, pense pas. La force de Liverpool, c'est pas ses individualités. La force de Liverpool, c'est Klopp. C'est son entraîneur, c'est ce que je disais. C'est Klopp qui transmet cette énergie, ce dynamisme à son équipe. Un peu la Diego Simeone, comme il a fait avec la... C'est un peu ça. C'est ça la grande force de Liverpool. Mais c'est vrai qu'au niveau individuel, Origi et Shaqiri sont nettement en dessous des individualités du Barça. Et encore, mais je trouve que Shaqiri a fait un excellent match. Oh, moi je trouve pas. Non, en premier temps, il a eu beaucoup de pertes de balles. Il a été très imprécis. Non, moi je pense que Shaqiri n'a pas le niveau pour ce genre de match, mais Klopp a été forcé de l'aligner. Mais je pense que dans le jeu de Liverpool, les individualités, c'est plutôt le collectif qui prime sur les individualités. Tandis qu'au Barça, si les individus ne sont pas à la hauteur, et surtout si Messi ne prend pas les choses en main, c'est surtout ça. Évidemment, ça donne ce que ça a donné. On me doit dire que Malcolm n'est pas taillé. Moi, je pense qu'il a quand même sa place dans le noyau de Barcelone. Et d'ailleurs, il est quand même déjà rentré 2-3 fois, je pense, en Copa del Rey et tout ça. Donc, il avait bien joué. Match aller. Antonio, je dis quand Malcolm n'est pas taillé, je ne dis pas qu'il n'a pas sa place dans le Barça. Je dis que Malcolm n'est pas taillé pour ce genre de match. Ouais, mais là, on parle de tout haut niveau. Il est rentré ici dans le contexte que tout allait mal, il reste un quart d'heure, Liverpool est déjà bien replié, il ne sait pas faire grand-chose non plus à ce niveau-là. On sait que c'est pas Malcolm qui va faire quelque chose. Non, mais qui aurait pu faire ça dans le contexte pareil, je veux dire, à part Messi. On fait la transition. On fait la transition tout de suite d'ailleurs. Messi qui a été accusé par différentes presses européennes de manque de leadership. Je ne sais pas pourquoi, mais puisqu'il a quand même porté tout le Barça sur le match aller, sur le match retour. Manu, toi, est-ce que tu es d'accord avec toutes ces remarques négatives envers Lionel Messi, qui est quand même meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 buts, faut le rappeler ? Absolument pas. C'est d'une incohérence totale. Lorsqu'on voit le match aller, c'est Messi le leader. C'est lui qui impulse, qui tire l'équipe vers le haut, qui donne l'impulsion. C'est lui qui fait la différence dans un dernier quart d'heure. Donc, moi, je ne comprends pas comment on puisse encore reprocher à Messi de ne pas être un leader. C'est parce que souvent, on a une vision faussée du leadership. On considère le leader comme celui qui frappe des mains, qui encourage, donc plutôt un leader vocal. Maintenant, à ce niveau-là, ça existe aussi. Parenthèse, l'entraîneur d'Argentine, le sélectionneur argentin Sabella, lors de la Coupe du Monde 2014, avait dit qu'à ce niveau-là, Messi avait également fait beaucoup de progrès et qu'il était devenu également un leader vocal. Ce n'était pas seulement un leader technique, mais un leader vocal dans le vestiaire. Donc je pense que dire que Messi n'est pas un leader parce qu'il n'a pas une personnalité plutôt exubérante, comme peuvent l'avoir Ramos ou Pogba par exemple avec l'équipe de France, c'est pas pour ça que Messi n'est pas un leader. Surtout que Messi, le problème pour Messi, c'est pas un manque de leadership. Est-ce que c'est pas un excès de leadership ? Parce que Messi, non seulement est le leader technique, ça c'est indéniable, mais en plus, c'est également un des gros poids lourds du vestiaire, avec Piqué, avec Busquets et avec Suarez. Et c'est Messi qui est consulté dans le choix des entraîneurs, c'est Messi qui est consulté en partie dans le choix du recrutement, Donc, l'institution, quelque part, met l'accent sur Messi. Et là, on a senti une sorte de basculement. À l'époque de Guardiola, Messi jouait pour le Barça. Alors qu'actuellement, on sent que le Barça joue pour Messi et dépend complètement de Messi. Et donc, la question que je me pose, est-ce que, justement, le Barça actuel, à tout niveau,
pas seulement sur le terrain, mais à tout niveau, ne dépend pas trop de Messi. Est-ce qu'on ne devrait pas bâtir un projet, un véritable projet, avec entraîneurs et joueurs, et incorporer évidemment le facteur X qu'est Messi à ce projet? C'est vrai que tu as mis l'accent où ce qu'il fallait, Manu. Tu as très bien résumé la situation actuelle. Il y a une Messi extrêmement dépendance. On a l'impression que sans lui, c'est plus possible, quoi. C'est vraiment plus possible. Et quand on regarde les stats de Messi année par année, il est à peu près équivalent au nombre de buts, au nombre de passes. Quoique cette saison, il a quand même dépassé aussi un petit cap par rapport à l'année passée. Mais on remarque bien que Suarez n'a plus les épaules aussi pour accompagner Messi. Et donc, il faudrait bâtir, comme tu dis, un projet extérieur à On y Messi. revient dans la troisième partie, ça. Non, vas-y. T'as fini, non, parce qu'en fait, sur la question de leadership, et là, je voudrais bien revenir sur quelqu'un qui, là, peut-être, a manqué un petit peu de personnalité, c'est Piqué. Ouais. Gérard Piqué. C'est, quelque part, c'est peut-être lui qui a ce rôle. Qui est le plus ancien, surtout. Qui est le plus ancien, qui a ce rôle, tout ça. Et ici, et à la Roma, on revient au même problème. Quand le Barça s'est effondré, il n'a absolument rien fait pour remonter. Et l'image du 4e but, j'ai regardé Piqué, il ne réagit pas du tout non plus, quoi. Donc là, on a beaucoup parlé que Ter Stegen devait... Troisième but aussi, tu sais. Comment ? Troisième but aussi. Je crois que la réaction... Oui, Le troisième et quatrième but. Et le premier, but aussi. le premier, c'est une intervention qui est beaucoup trop faible. Ouais. Le troisième, déjà, on sent bien qu'ils sont plus dedans parce qu'ils sautent même pas. Donc, mais surtout, donc, il a un manque de réaction, alors qu'il a une personnalité très très forte, Piqué, qu'on le voit à tous les niveaux, tout ça. Ici, on voit même les images, tout ça, il ne disait absolument rien. Voilà, donc il ne réagissait pas. C'est significatif. Oui, mais c'est dans ce genre de situation qu'on attend Piqué. Effectivement, il est absent complètement. Il a été bon sur l'ensemble de la saison, défensivement, oui. Avec l'Anglais. Ils ont formé une très belle paire défensive. Mais c'est dans ce genre de situation, une situation compliquée où on est face à une adversité importante, qu'on attend le véritable Piqué. Oui. Et là, la personnalité de Piqué n'a pas du tout rejailli. Effectivement, donc moi je pense qu'à ce niveau-là, on peut se dire qu'il y a un manque. Et je pense que le leadership, c'est pas seulement sur un joueur. Ça doit se faire sur plusieurs joueurs. En équipe de France, vous avez un véritable leader qui est Pogba. C'est un leader vocal, mais également un leader sur le terrain. Mais vous avez également un leader technique qui est Griezmann, qui lui imprime un petit peu le rythme du match. Au niveau du Barça, évidemment, on sent de plus en plus, c'est de plus en plus marqué que c'est Messi. Si Messi ne prend pas les choses en main, eh bien, il n'y a pas de réaction. Et il a fait plusieurs fois ça ici, en plus. Et j'aimerais bien revenir donc à la question initiale. Moi, je trouve qu'il faut être complètement fou de dire que Messi manque de leadership. Mais il faut avoir une haine personnelle envers ce joueur pour dire ça. Enfin, je comprends pas. Et alors, il y a une petite phrase que j'aimais bien, c'est « On a l'impression, donc, la presse poubelle, comme j'appelle ça, a cédé vraiment à l'élan populiste dans la haine de Messi. » Et on a l'impression que la nature humaine conformiste suit cet élan, alors que pas du tout. Enfin, je sais pas si les gens supporters du Barça ou les vrais ou les pseudo-supporters du Barça se rendent compte à quel point Messi est précieux dans leur équipe. Et ça, je pense qu'ils n'ont vraiment pas compris. Mais non seulement il est précieux parce qu'il sait faire la différence techniquement, par ses capacités techniques, mais grâce à cela, il inspire confiance. Donc, il donne confiance à ses joueurs. On sait qu'avec Messi, dans la plupart des cas, on va y arriver. Et puis, deuxième élément, la présence de Messi fait peur à l'adversaire. Et donc, l'adversaire s'adapte finalement à Messi. Le problème, il est où par rapport à Liverpool ? C'est que, en fait, il suffit de s'adapter à ce que Messi sait faire de mieux. On n'a pas d'autres hommes à marquer. Tandis qu'avant, lorsque Suarez était au sommet de son art, lorsque nous avions un Neymar qui est capable lui aussi de faire la différence par une action individuelle, lorsqu'on dispose d'Iniesta qui lui aussi, par une action individuelle, peut également marquer la différence, eh bien, ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus difficiles à marquer. Maintenant, tout est centré sur Messi et je pense que ça rend ce Barça ici plus prévisible et plus facile à contrer. Oui, une dernière intervention, Antonio. Oui, pour revenir un petit peu évidemment à Messi sur ce manque de leadership, maintenant il faut quand même reconnaître que sur ce match-ci, même si ça a été un des, je dirais donc des bons petits joueurs du Barça, parce qu'il a quand même distillé 2-3 très bonnes passes évidemment, il a quand même failli à la conclusion et également aux frappes des 20 mètres.
qui était un de ses points forts, quoi. En première mi-temps, il a eu 2 fois la possibilité donc, de frapper. Non, l'élément reprochable, c'est cette fameuse Oui, politesse non seulement, avec c'est Jordi ça. Alba. Non Ça, seulement, c'est vraiment non seulement celle-là, reprochable là, il a été un petit peu trop sûr de lui. En plus, il s'est marqué du droit aussi. Ouais. Enfin, Mais ses frappes au 20 mètres sont toujours très efficaces d'habitude. Ici, les 2 fois, il a croqué son tir. Il n'est pas parti du tout, quoi. Donc, à ce niveau-là, il a quand même manqué un petit peu donc, de son rôle de leader technique d'excellence. Donc, ça, c'est clair. qu'il a eu au match aller. Tout à fait. Très bien, on passe, messieurs, sur la 3e partie du jour maintenant. Alors maintenant, on va se pencher sur le futur du Barça après cette remontada. Le futur s'impose par l'entraîneur. Manu, Valverde, stop ou encore? Alors, on constate que Valverde, après quelques jours, a toujours le soutien de son vestiaire. C'est évident. Je crois qu'il a en partie le soutien de ses dirigeants. N'oublions pas qu'il a été renouvelé au mois de février pour une année supplémentaire. Donc lui-même a déclaré qu'il a la force de continuer ce projet. Donc certains espéraient que Valverde démissionne et disent que non, après cette déroute, je m'en vais. Eh bien non, c'est le contraire. Donc Valverde a le soutien des joueurs et se sent assez fort pour continuer. C'est parti pour une 3e saison, sans doute la dernière, parce qu'on sait bien que les entraîneurs du Barça restent 3-4 ans maximum. Et puis, même si c'est un succès l'an prochain, c'est ce qu'on lui sait, même si c'est un succès parfait, je pense que là, ça serait la dernière année Valverde. Maintenant, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? Alors, je pense que Valverde n'est peut-être pas la solution, mais ça n'est pas non plus le problème. Donc, je pense que il y a un projet à bâtir. Je pense qu'on est vraiment arrivé à un tournant, un projet à bâtir, comme Laporta l'avait fait en 2009 avec Guardiola. Il prend un entraîneur inexpérimenté, inconnu, avec une identité de jeu bien marquée, qui connaît très bien la Masia. Et surtout, cet entraîneur est un entraîneur qui n'a pas peur, qui écarte directement Ronaldinho et Deco, 2 piliers de l'équipe de 2004 à 2008. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose ici, prendre un entraîneur qui a fait ses preuves, qui pourrait redonner au Barça cette identité? Je pense évidemment à Ten Hag, évidemment, qui a montré toutes ses compétences lors de cette saison. Et puis, en prenant des joueurs clés, importants, dans chacune des lignes. Donc, un projet avec un entraîneur avec une forte personnalité, avec une identité marquée, qui n'aura pas peur de faire des choix. Donc, moi, je pense que les 2 projets, soit la continuité de Valverde, soit repartir sur un nouveau projet, se justifient. Est-ce que le président Bartomeu aura le courage de changer? Parce que c'est également un risque à prendre. Donc là, ils sont devant un choix et en cornélien. Plus, tu retournerais sur une identité un peu plus cruyffienne, si on peut appeler ça comme ça, qui correspond plus à l'âme, on va dire. Mais je pense que si le Barça change d'entraîneur, c'est pour total. Revenir à un entraîneur avec un profil plus marqué, encore plus pur. 4-3-3, possession, etc., comme l'entraîneur de la Est-ce que ce sera plus efficace que maintenant? Alors maintenant, ça l'est déjà, attention, je veux dire. Il y a des bonnes recrues qui commencent déjà à se distinguer. Frenkie de Jong, mais là, on parle de recrues, alors. Donc, je veux dire, est-ce que on vient après sur les joueurs, là, on parle vraiment de l'entraîneur. Ouais, Okay. Mais je sais pas. Donc, ici, on parle toujours de Valverde. Ouais. Moi, je pense que c'est encore l'homme de la situation. Je ne vois, franchement, je ne vois pas trop. Laissons-lui encore un an. Moi, je Com- pense. mais complètement. Et honnêtement, c'est On a un bilan dit- plus que positif. Hein. Exactement. On a rappelé son bilan. Et n'oubliez pas, Emmanuel l'a dit, c'est 2 défaites en Trois Champions défaites. League en 2 En saisons. 2 hein. défaites En Champions League 2 saisons, 2 défaites. À Rome et à Liverpool, invaincu en groupe et En en championnat, c'est combien 6 Non, mais non, ce que je Sur veux 2 dire, ans, mais 3 ou 4. Ouais, en c'est Liga très peu. Hein. 3 défaites. 3 défaites. Une défaite l'année passée et 2 cette année-ci. Non, mais je dirais que le problème, c'est pas le nombre des défaites, c'est pas le bilan chiffré. Non, je sais bien. C'est comment se sont produites les défaites. Et Oui. là, ça a marqué les esprits. Mais- Un entraîneur c'est- comme Valverde, c'est son- qui est son censé passif. apporter de la solidité et de c'est la vrai. rigueur, eh bien, s'effondre complètement dans 2 matchs. C'est ça, en fait, qui a marqué les esprits. évidemment. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? C'est ça qui fait débat. Manu, C'est pas le bilan alors l'année chiffré. passée, ils auraient pu le faire aussi, l'année passée. Ouais, mais après une année, tu peux dire que c'est un accident, on C'est plus un replonge. accident, la mesure où Luis Enrique l'avait fait également. Mais attention, en plus, en parlant de l'année passée, n'oublions pas que le président voulait limoger Valverde après la débâcle. Et il a même dit que,
à la veille de la finale de la Coupe du Roi contre Séville, il a un ultimatum. il avait laissé passer que, en cas de défaite contre Séville, Valverde serait limogé. Et c'est la victoire, en plus une victoire plantureuse 5-0, qui a redonné un peu de crédit. Mais c'est quand même dommage que finalement, on juge de la continuité d'un entraîneur juste sur un match. Moi, je trouve ça aberrant. Ça montre la faiblesse du projet quand même. Ça montre la faiblesse du projet. Je trouve ça aberrant. Je crois que changer à tout va d'entraîneur n'est pas la solution. Je pense qu'il faut à un entraîneur un temps d'adaptation, le temps de faire ses preuves, le temps de trouver des bons joueurs, plutôt que de limoger comme ça à tout va. Enfin, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Peut-être limoger un peu plus en amont plutôt qu'en aval. Traditionnellement, le Barça ne limoge jamais ses entraîneurs. Guardiola est en fin de contrat, donc lui il partait quand il voulait. Tito Vilanova était un contrat d'1 an. Tata Martino avait signé pour 1 an, avec éventuellement une année supplémentaire. Luis Enrique, c'était un peu pareil. Et Valverde avait à la base signé pour 1 an plus une année supplémentaire. Et puis il a re-signé l'année passée. Donc en fait, c'est pas dans les habitudes d'une équipe comme le Barça de limoger ses entraîneurs. Donc ici, moi je me demande si il ne vaudrait pas mieux repartir sur un nouveau projet. Moi, je pense que ça se justifie également. Très bien. Maintenant, on va passer, messieurs, aux joueurs. Donc, on va vraiment parler de l'effectif actuel. On ne parle pas encore de recrues à venir. Vraiment pointer du doigt peut-être les éléments négatifs de cette saison. Pour vous, est-ce qu'une révolution est nécessaire? Mais elle est plus que nécessaire. Elle est même impérative. Il n'y a pas d'autre mot. Une révolution, tu parles? Ouais, mais chacun son point de vue. D'abord, Marco va défendre. Je parle d'une révolution. Okay. On l'a bien vu. Coutinho, ça va pas du tout. Il faut faire quelque chose à ce niveau-là. T'as dépensé des millions pour t'acheter Coutinho et au final, il te rapporte des miettes de pain. Donc ça va pas du tout. Suarez, merci, tu as fait ton taf, t'as été très bon, mais voilà, comme maintenant, il est temps de passer flambeau à un numéro 9 qui est capable de tenir la route correctement. Toute une saison. Et qui sait marquer aussi à l'extérieur quand il le faut. Enfin voilà. Ensuite, moi personnellement, après je vais peut-être me faire critiquer sur ce point-là. Moi, je trouve que Rakitic commence aussi à être un peu faible. Je trouve que Rakitic n'est plus aussi comme il y a un an ou deux où il était à son top du top. Là, je trouve qu'il commence un peu à bégayer. Et c'est sa 5e saison à Rakitic déjà. Donc ici, moi, je crois que Rakitic, à mon avis, là, je pense qu'il a fait le tour de la question au Barça et peut-être éventuellement, on verra. Niveau défensif, je pense qu'on va mettre cette saison un petit accident. Je pense qu'ils sont quand même parés. Peut-être venir non, on parlera des recrues après, mais voilà, je pense que niveau défensif, c'est quand même paré. Donc c'était un accident. Et le gardien gardien, rien à dire. Ter Stegen, parfait. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec Marco à ce niveau-là. Honnêtement, moi, je ne pense pas qu'il faille une révolution. Certes, 2-3 joueurs peut-être pour renforcer l'effectif. Parce que tout à l'heure, tu parlais de choix qu'un entraîneur pourrait faire. En fait, ce qui se passe à Barcelone, c'est que je trouve qu'il y a trop de postes indiscutables, où il n'y a pas de choix à faire, en fait, justement. Ouais, et là, au niveau des renforts qu'il faut à ce niveau-là. Mais c'est ça, la révolution peut-être. Nous parler de révolution, mais en fait, c'est vrai que c'est plutôt une révolution sur le banc, en fait. Là peut-être. Parce que c'est vrai que tu dis, il y a 2-3 cadres de l'équipe, pour moi, qui n'ont plus leur place actuellement. Mais comme tu dis, ça c'est vrai, sur le banc. Mais voilà, on pense à un Jordi Alba, qui est, on en a parlé, indiscutable. Mais, à part Jordi Alba, il n'y a personne d'autre à l'arrière gauche. Non, il y a 3 joueurs pour ces 2 postes-là. Il y a Sergi Roberto, Semedo et Jordi Alba. Oui, tout à fait. Et donc, dans ces cas-là, lorsque Jordi Alba n'est pas là, c'est soit Sergi Roberto le plus souvent, soit Semedo qui joue à gauche. Ça reviendra dans les postes à améliorer, on parlera de l'arrière gauche. Donc, l'effectif actuel, donc tu garderais tout l'effectif ou tu vendrais des joueurs Oui, évidemment. Vendre, c'est difficile de vendre. Mais ils ont une bonne affaire financière à faire, c'est en vendant Coutinho peut-être. Et encore, ils vont perdre par rapport à leur investissement, évidemment. Quoi. Donc peut-être, voilà, parce qu'effectivement, il a finalement prouvé qu'il était un peu léger peut-être pour l'équipe proche. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que tu n'as pas cet espoir plutôt qu'il revienne dans le jeu? Mais il a 27-28 ans, je veux dire, s'il revient pas... Maintenant, là, il a raté le train. Cette année-ci, je ne sais pas. Maintenant, moi je pense que Coutinho, pour le championnat espagnol, il est suffisamment bon, réellement. Quoi. Donc, oui, mais là, comme on dit, c'est pas l'objectif, là, actuellement. Non, mais voilà, mais dans Coutinho, quelque part, si lui est d'accord, pour moi, dans l'effectif de Barcelone, il est très bienvenu. Imaginons que c'est un réserviste de luxe, quoi. Et je pense que dans ce rôle-là, si le Barça n'a pas besoin donc, de vendre de joueurs au niveau financier, Coutinho, pourquoi pas le garder également, quoi. Mais certes, pour être titulaire indiscutable,
surtout en Champions League, c'est certainement un peu léger. Ousmane Dembélé, puisqu'ils ont quand même été recrutés en conséquence. Bah, Donc, est-ce que les deux, vraiment pour la saison 2018-2019, est-ce que le Barça peut encore se promener avec les deux Mais pas joueurs titulaire, ça reste des super subs, moi j'appelle ça. Donc, pas titulaire. donc on va peut-être en parler. Donc les relégués, C'est eux ça. sur le banc pour C'est- après améliorer le poste de la Tu es bon indiscutable et tu es un joker quand tu rentres à la 70e. Ah, pour c'est des tuer fameux le match. jokers quand même. hein. Bah, Voilà, oui, c'est mais ça. les grands clubs, C'est des fameux jokers. hein, c'est- ouais. ça a Antonio, toujours les été grands comme clubs, ça. le Real en 2017, le banc c'était des joueurs de ce Ouais, c'était calibre. Morata, etc. etc. Justement, là, on met le point sur un élément important. Moi, je trouve ce qu'on peut critiquer au Barça depuis 2 années, c'est au niveau du recrutement, Ouais. qui n'est pas du tout à la hauteur. On remplace Neymar, un joueur exceptionnel, par Coutinho, qui a un succès d'année, finalement, une pâle copie de Neymar, et par... oui, c'est un peu ça, et par Dembélé, qui est un joueur complètement immature, qui n'a pas vraiment l'ADN du Barça. D'ailleurs, est-ce qu'ils ne se sont pas précipités en achetant Dembélé un an Mais après c'est évident, c'était Il plus- avait fait qu'une saison à Dortmund. Oui, il était fort, mais il fallait peut-être pas un peu attendre. C'était plus un choix politique pour satisfaire les socios Ouais. qu'un choix sportif. C'était quelque chose pour moi d'un peu précipité. Donc au niveau de recrutement, et puis les recrutements cette année-ci, Malcolm n'a pas du tout le 40 niveau. millions, hein. 40 millions, Malcolm n'a pas du tout le niveau pour être dans les 16 du Barça. Oui, il pourrait jouer certains matchs de championnat, mais pas pour être un remplaçant, un 14e homme. Boateng, on n'a toujours pas compris. Mais quand on voit ce recrutement, on se demande si finalement la cellule sportive, la direction sportive, ne serait pas changée d'abord par rapport aux joueurs. Ah oui, Donc, mais comme au niveau tu du dis, recrutement, vraiment, c'était un flop, beaucoup de flops. Ça, c'est un élément. Maintenant, je pense qu'il faut garder une partie de l'ancienne garde, de la vieille garde, des poids lourds. Moi, je pense que Messi, il est incontournable. Suarez, il faut le garder, mais comme vous disiez si bien, il faut un remplaçant de garantie parce que Ils avaient Alcacer, n'oublions pas, hein, Effectivement, qui est un garantie, Ça mais fait- malheureusement, Mais en plus, mais il est parti parce qu'il ne jouait pas. hein. mais il joue pratiquement pas et lui a besoin Oui, de temps de jeu. c'est un Évidemment, choix il joue personnel pas. d'Alcacer de Et c'est vrai partir que c'est pas également. évident parce que pourquoi c'est pas évident? Parce que Suarez, c'est l'ami de Messi, ils s'entendent très très bien, et faire Il est venir un joueur indéboulonnable. qui pourrait concurrencer Suarez, c'est pas évident. Non seulement il est cher, mais en plus il faut qu'il accepte le rôle de suppléant, ou alors que Suarez accepte d'être à l'ombre ce jour-là. Et donc ça c'est pas facile à gérer. Donc un des gros problèmes de ce Barça actuel, c'est ces poids lourds dans le vestiaire qui pour moi ont un peu trop d'importance et qui peut-être empêchent d'autres joueurs de venir s'immiscer. Moi je pense que Rakitic, s'il faut vendre un joueur, c'est ce joueur-là. Je pense qu'il a donné ce qu'il devait donner. 5 saisons. C'était un bon remplaçant par rapport à Xavi. Il n'a pas le niveau de Xavi, c'est évident. Mais je pense que par rapport, il a fait le job, il a fait le taf. C'est quelqu'un qui, sur le marché, peut coûter encore entre 40 et 50 millions, je pense. S'il faut faire un transfert, c'est celui-là. Et je me pose la question également sur Piqué. Piqué, malgré sa très bonne saison, est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que c'est vraiment lui, le leader qu'on attend? D'autant que c'est un joueur assez polémique. On peut dire qu'il est, à la base, il est en partie responsable de, pas des mauvais choix, mais de la mauvaise entente avec Luis Enrique. C'est un des problèmes. Et je me demande si on ne devrait pas faire venir quelqu'un qui le remplacerait. Et je pense à ce niveau-là, on va en parler tout à l'heure, de Ligt, finalement, ça serait un bon Très remplaçant. bien. En fait, j'ai l'impression que c'est... Enfin, on va en parler après. On fait la transition. Donc maintenant, messieurs, quels sont les postes à améliorer? Donc vous suggérez un poste et comment y pallier. Moi, j'aime- Donc Marco, tu veux commencer? Oui, j'aimerais bien. J'avais lu un commentaire d'un de nos abonnés, c'était Foot, qui avait plus ou moins des remarques pertinentes au niveau des remplacements à faire et des gens à virer, avec bien sûr des nuances, parce que voilà, je n'étais pas tout à fait d'accord avec tous ceux qui disaient, mais il y avait quand même un bon fond. Alors moi, je pense à virer, ou du moins Donc, à poste- mettre sur poste le en banc. question. Poste À en mettre question. sur le banc. Le poste en Ah, question. le poste en question. Ouais. Ailier gauche. Ok. Il faut, moi je pense Ok. qu'il faut revenir peut-être éventuellement à un 4-3-3 et acheter un ailier gauche de qualité. Donc Coutinho De sur le banc. qualité. Et tu penses à qui? Ouais, c'est ça le problème. Et il avait proposé une solution qui m'a vraiment bien plu, David Neres. Excellent. Oui, mais Excellent. ce qui se passe dans ce poste donc d'ailier gauche, entre guillemets, c'est la comparaison qu'on va faire avec Neymar à chaque fois. Quoi. Mais, Et mais- on n'y arrivera jamais. Non, on est d'accord qu'on n'y arrivera jamais. D'accord, Sinon, d'accord, David Neres on n'y arriverait vaudrait pas, 200 millions. mais Dembélé, Coutinho, c'est 2 ou 3 croix en dessous. J'ai envie de dire. De Neymar. Actuellement, parce que bon, c'est vrai que Dembélé peut encore s'améliorer, il est perfectible, mais actuellement, c'est très nettement en dessous. Et donc, c'était Foot avait parlé de David Neres qui a été très sexy
quoi avec l'Ajax. Enfin, et je pense vraiment qu'il peut s'adapter à la mentalité du Barça, parce qu'on peut dire l'Ajax et Barça, c'est un peu mentalité Cruyff. Et je pense que David Neres a les qualités et a la mentalité d'ailleurs pour intégrer ce collectif à la place de Coutinho dans un 4-3-3. Et je pense qu'il peut devenir titulaire indiscutable si Coutinho est relégué sous le banc. Par exemple. Voilà, je veux dire, c'est possible. Je suis un petit peu sceptique quand même encore sur Neres, même s'il a fait une très bonne saison. Faut voir si donc une saison complète au Barça il pourrait confirmer un petit peu tout le bien. Parce qu'on est quand même influencé par aussi ses prestations en Champions League. Hein. C'est pour ça que on n'a pas notamment l'occasion de voir en Eredivisie tous ces matchs. Attention à la confirmation. Ça resterait un investissement risqué, je trouve. Parce que, attends, justement, est-ce qu'il faut il n'a pas 3-4 saisons comme ça de preuves, quoi. Donc, pour améliorer le poste d'ailier gauche dans un club comme le Barça, est-ce qu'il ne vous faut vraiment pas une recrue d'assurance, donc avec aucune inconnue autour? Maintenant, trouver cette recrue, on n'a que 2-3. Moi, je penserais à un Son de Tottenham, par exemple. Mais justement, moi non plus, je ne suis pas très convaincu. Enfin, Tottenham, c'est comme 2-3 saisons que je mais il n'a pas l'ADN du Barça, Son. C'est un Dembélé en plus confirmé, Son. Oui, mais c'est un joueur quand même que, en venant sur le flanc gauche, il est très capable d'éviter un homme facilement. Et une accélération que seul Neymar avait, hein, donc à ce niveau-là, quoi. Donc au niveau de cette prise de vitesse, oui, d'accord. Mais dans ce poste d'ailier gauche, il y a qui de confirmé aujourd'hui sur le mercato? Il y a Eden Hazard, mais on sait bien où il va aller. Eden Hazard. Eden Hazard, ça aurait été une très bonne recrue pour Barcelone. Sadio Mané de Liverpool. Non, il n'est pas à prendre. Mais de toute façon, il ne partira jamais de Liverpool. Donc voilà, donc il y en a très peu d'ailier gauche. Donc est-ce qu'il ne faut pas trouver des solutions un peu plus complètes? Manu l'a dit, un nouveau projet. Et David Neres rentrerait dans ce projet. Maintenant, le jeu de 4-3-3 n'est pas obligatoire non plus. Hein. Ça, c'est une chose également. Parce que ça a toujours été une base à 4-3-3. Donc voilà, on part parce que ça fait des années que le Barça nous montre un 4-3-3 intermittent en 4-4-2. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de 4-3-3 parce qu'on sait très bien. Si Tenag est entraîneur, lui, c'est plutôt 4 attaquants qui sont très mobiles, qui bougent entre eux, qui alternent les positions. Et donc là, c'est vrai que Neres pourrait prendre part à l'effectif, même Ziyech, que je trouve encore meilleur techniquement que Neres. Donc, ils ont déjà fait un très bon transfert avec De Jong, qui est vraiment... Ouais, c'est excellent. Je pense le remplaçant de Busquets. Il pourrait même jouer éventuellement avec Busquets en numéro 8, mais son poste de prédilection, c'est en numéro 6, le relais entre la défense et l'attaque. Maintenant, je ne vois pas Busquets non plus être mis sur le banc. En défense centrale, évidemment, s'ils prennent De Ligt, et je pense que De Ligt, c'est soit le Barça, soit une équipe anglaise, mais il a déjà refusé des offres de Manchester, et je pense qu'il n'est pas intéressé par un projet Manchester United. De Manchester il a United. bien raison, en tout cas. Il a refusé, et il n'est pas intéressé par le PSG ou par la Juve. Je pense qu'il va vouloir jouer dans un club qui correspond un petit peu à sa vision du jeu. Et puis, on parle de plus en plus, de manière de plus en plus insistante, de Griezmann. Ah oui, c'est vrai. Ça serait excellent. Griezmann revient de plus en plus sur le devant de la scène au niveau des transferts. J'ai regardé plusieurs commentaires qui disent que, effectivement, Griezmann pourrait rejoindre, à partir du mois de juillet, les 220 millions. Donc, c'est un joueur qui connaît très bien le championnat espagnol. C'est un gaucher qui joue plutôt sur la droite, mais à la Real Sociedad, il jouait plutôt comme ailier gauche ou milieu gauche, donc il a l'habitude de jouer sur ce flanc-là. Donc voilà, c'est pas impossible. Griezmann, je ne le vois pas au Barça. Enfin, si, je le vois au Barça évidemment, mais bon voilà. Donc il y a double emploi par rapport avec Messi pour moi. Non, Griezmann, ce serait une garantie parce que c'est un joueur qui est performant, qui connaît très bien la Liga et qui a quand même une palette technique assez étoffée qui pourrait bien se marier avec le jeu du Barça. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que l'option Griezmann revient sur le devant de la scène, parce que c'est vrai que les socios n'ont pas vraiment apprécié la manière dont Griezmann, finalement, s'est un peu moqué de l'équipe catalane l'année passée. Oui, si l'option Griezmann revient, c'est parce que c'est justement à cause ou grâce, ça dépend des points de vue, de sa clause uniquement, quoi. Parce que, sinon, jamais Barcelone irait le chercher. Voilà pourquoi. Maintenant, encore une fois, Griezmann, au niveau des points de vue tactiques, je ne vois pas trop au Barça.
parce qu'à part sur le flanc gauche en question, je veux dire, son champ d'action va quand même être diminué. Mais moi, je le vois au Barça, justement, parce que c'est quelqu'un qui s'y défend, c'est quelqu'un qui aime l'effort, qui s'y recule. Alors, il va se sacrifier encore plus que ce qu'il fait maintenant. Il se sacrifie déjà. Oui, il a accepté de rester à Atlético. Mais il a un rôle de leader, Atlético, qu'il n'aura pas au Barça. Il passerait un sous-leader de Messi donc vers l'aile gauche. Donc il va dénaturer son jeu depuis quelques années, alors que c'est quand même le numéro 10 de l'équipe de France et de l'Atlético. Si tu reviens avec un faux neuf, tu enlèves Suarez, on sait très bien que ça c'est pas possible, même si pour moi Suarez n'a plus le niveau. Si Griezmann va au Barça, il sait à quoi s'en tenir. Il sait que le leader c'est Messi. Le leader technique, le leader du jeu offensif, c'est Messi. Donc, il va devoir s'adapter à ça. Je pense que s'il va au Barça, c'est en sachant très bien les conséquences de son choix. Après, un autre poste à améliorer, c'est le numéro 9, Suarez. S'il vous plaît. Enfin, il faut. Moi, je pense qu'il y a vraiment un gros transfert à faire. Pourquoi pas Harry Kane ? Ouais, mais là, c'est la négociation. Le niveau sportif, il n'y a vraiment rien à dire. Il est quasiment au-dessus de Suarez, bien au-dessus de Suarez aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses qu'un club comme Tottenham, avec un président comme Lévy, va lâcher surtout si Tottenham vient gagner une Ligue des Champions encore cette année, ils auront encore plus d'argent et pourraient se permettre de ne pas le vendre. Après, voilà, je pense que ça va dépendre ici de la finale. Moi, je pense que si Tottenham ne vient pas gagner cette finale, ça va être une désillusion. Ça ferait quand même encore des saisons sans titre pour Tottenham. Ça fait une désillusion pour la majorité des joueurs et je pense que Kane va vouloir une envie d'ailleurs. Est-ce que ça ne serait pas aussi un aboutissement de Tottenham ? Voilà, on arrive en finale, on ne la gagne pas, maintenant c'est terminé, on veut d'un nouveau projet. Attention, le PSG, les Qataris ne sont plus sûrs de rester. Il y a peut-être des recrues à faire à ce niveau-là. Pourquoi pas un retour de Neymar au final ? Pourquoi pas ? Ça devient de la science-fiction. Moi, non, personnellement, je ne vois pas. Non, mais c'est vrai, c'est crédible. Pourquoi pas ? Quand on sait le caractère de mercenaire qu'il a. T'as Cavani aussi à aller chercher, qui est encore correct pour une autre. Mais bon, ici, ça va être Suarez Cavani. Il a 32, 33 ans bientôt. Et pourquoi pas Mbappé, qui aussi peut éventuellement faire l'affaire. Donc, non, franchement, il y a quelque chose à faire là-bas. Le PSG, j'ai l'impression qu'ils sont inatteignables à ce niveau-là. On ne parle pas du départ de joueurs du PSG comme par hasard. Ouais, mais on parle surtout de la départ des dirigeants pour assumer. Tant qu'ils seront là, non, c'est impossible. Personnellement, je ne vois pas un joueur de la Première Ligue, encore plus actuellement, quitter la Première Ligue pour venir dans un championnat. Donc je pense que... Sauf Eden Hazard, éventuellement. Oui, voilà. Mais Eden Hazard, il a déjà quelques saisons. Il est en fin de contrat. Il a fait quand même déjà 7 saisons, je pense, ou 8 saisons à Chelsea. On sent qu'il a besoin d'un nouveau projet. Si le Chelsea doit le vendre, c'est maintenant. Sinon, il le vendent pour rien. Mais sinon, je vois par exemple Harry Kane, avec une valeur marchande de 200 millions, quitter la Première Ligue, qui redevient peut-être le meilleur championnat du monde pour une équipe comme le Barça, où il y a quand même pas mal d'incertitudes. Très bien, un autre commentaire avant de terminer, très rapidement. L'arrière gauche, une doublure, Manu ? Oui, ça c'est un des postes à pourvoir. Alba, il n'y a pas de doublure pour Alba. Je dirais même l'arrière droit, parce que Semedo, Sergi Roberto, c'est quand même pas non plus la panacée. C'est loin d'être Alves. C'est encore un poste qui n'a pas été vraiment remplacé. Alves était critiquable aussi. Efficacement. Finalement, avec tout ce qu'il a apporté. Le problème d'Alves, c'est qu'Alves, il savait rehausser son niveau dans les matchs très importants. Il y a certains matchs où... Techniquement, on ne peut pas comparer Sergi Roberto, Semedo avec Alves. Même Sergi Roberto, un peu l'ADN du Barça. C'est vraiment un homme de couloir qui apportait vraiment une plus-value au jeu offensif du Barça. Et ce jour-là n'a pas été remplacé. Et c'est un joueur dont disposait Luis Enrique également. Donc, effectivement, à l'arrière-gauche, on parle de Mendy, l'arrière-gauche de Lyon, qui est un joueur très technique, peut-être un petit peu trop, d'ailleurs, qui n'a pas peur de prendre des risques. Je me souviens d'ailleurs du match aller contre le Barça. Au niveau de l'audace, c'est vraiment un joueur qui n'a vraiment pas peur. Et donc, lui aurait peut-être le profil peut-être un peu trop audacieux d'ailleurs à mon goût, mais ça ne serait pas impossible. Recruter des arrières latéraux, c'est quand même très difficile parce que trouver des arrières latéraux comme ça qui font un peu la différence, ça se compte sur les doigts d'une main. Et forcément, donc, du coup, ils sont très très chers. Ils sont déjà, on pense à Robertson, je veux dire, à l'arrière gauche. Mais voilà. Alexander Arnold, qui est aussi très cher. Donc, exactement. Donc, ça va être quand même très difficile. Et ils vont peut-être être obligés de recruter un second choix. Et puis, un autre élément qui a fait quand même la force du Barça, c'est la Masia. C'est le centre de formation. Donner plus de temps de jeu à Alenia, qui est un très très bon joueur. Je pense que l'année prochaine, il faut lui donner encore plus de protagonisme. Et puis Riqui Puig, qui est également un très bon entre-jeu. Ça reste des joueurs un petit peu typiquement catalans, qui manquent un peu de taille également. Et de puissance. Je veux dire, dans la saison, je préfère ce genre de joueur
que prendre des Malcolm ou des Boateng. Ah oui, Donc, ça oui. c'est ça que je veux dire. Donc, pour prendre des joueurs qui sont au niveau, si pas plus, que les joueurs de la Masia, autant prendre un joueur de la Masia et petit à petit l'incorporer. Ils prennent aussi un salaire. Mais Ricky Puig, je veux dire, il va être barré quoi qu'il arrive, quoi. Il est quand même c'est un milieu de terrain avec l'arrivée de Jong, Busquets qui a malgré qu'il est un peu sur le déclin, il est quand même encore là pour quelques années. Donc voilà, il va pas, malheureusement, il n'aura pas eu de temps de jeu, quoi. Donc et Alenia, c'est aussi un milieu de terrain, donc c'est quand même des places très difficiles à prendre. Ou le départ de Rakitic éventuellement, où on peut faire une plus-value. Et peut-être à ce niveau, enfin au niveau défensif aussi, une plus-value peut-être également à réaliser sur Samuel Umtiti qui prend un salaire quand même qui, à mon avis, ne sera plus titulaire avec cette paire Piqué l'anglais qui a très bien marché. Donc à mon avis, il faudrait peut-être le vendre et racheter alors quelqu'un d'autre. Mais si donc ouais, voilà. Donc à mon avis, je pense que on verra donc mercato important au Barça sans doute cet été. On suivra ça de près dans What the Foot. Très bien messieurs, merci pour vos commentaires, vos analyses toujours aussi enrichissantes. Je répète, vous qui nous regardez, que vous pouvez retrouver cet audio dès le dimanche après-midi sur le www.radiocharleking.be et à 20h sur la radio web de Charles King, Kitsch Radio. Merci pour le visionnage et à très vite.